Les parasitoses digestives. Les parasitoses digestives constituent un véritable problème de santé publique. Elles sont associées à un défaut d'hygiène et avec l'avènement de la pandémie du sida, il y a eu l'émergence de nouveaux pathogènes. La symptomatologie est variable selon le parasite, le diagnostic positif n'est pas toujours facile et la prévention repose sur l'éducation sanitaire et sur l'amélioration de l'hygiène. Il existe différents types de parasites. Les protozoaires sont des êtres unicellulaires doués de mouvement. C'est le cas de l'amibiase, la giardiase. Les helmintes sont pluricellulaires. C'est le cas des nématodoses, l'oxyurose, l'ascaridiose et les trichocéphaloses. C'est le cas des trématodoses et des cestédoses. On appelle une zoonose un parasite adulte retrouvé chez l'adulte et chez un ou plusieurs animaux. La vie du parasite peut être rythmée par un cycle évolutif. Un parasite peut habiter un hôte. Cet hôte peut être intermédiaire, la forme larvaire y vit alors jusqu'à sa maturation, ou bien définitif, quand il représente le gîte des formes sexuées et il est le gîte et le lieu de leur reproduction. Un parasite peut avoir un ou plusieurs hôtes définitifs, fonction de sa capacité d'adaptation. On décrit trois types de cycles. Ici, c'est un cycle direct et court. C'est le cas de l'amibiase Entamoeba histolytica, avec diffusion qui est dominée par le péril fécal. Entamoeba histolytica, est ingérée sous forme de kyste.
Elle va se transformer en trophozoïte, mobile avec pseudopodes, dans le tube digestif, adhérer à la paroi colique, et elle va excréter des enzymes protéolytiques responsables d'ulcération, des plages de nécrose, responsables de la fameuse diarrhée éclérosanglante, et les amibes vont diffuser dans la sous-muqueuse. Deuxième type de cycle, c'est le cycle direct et long. Le parasite est émis dans les selles sous forme de kyste ou de larve, ou d'œuf. Il n'y a pas d'hôte intermédiaire. La maturation se fait dans le milieu extérieur et la transmission peut se faire par voie orale ou transcutanée. C'est l'exemple de l'ascaris et des trichocéphales. L'ascaridiose a un cycle complexe. Les œufs résistants peuvent vivre 1 mois en milieu extérieur. Après contamination par l'eau ou les aliments souillés, l'œuf absorbé libère une larve dans l'estomac, qui traverse la paroi digestive, qui emprunte le système veineux mésentérique supérieur, puis gagne le foie, gagne le cœur et les capillaires pulmonaires, et qui peut passer par effraction du milieu sanguin au milieu aérien. Elle peut passer dans la trachée, puis dans l'œsophage, puis dans l'intestin grêle. Le cycle est dit indirect quand le parasite a un ou plusieurs hôtes intermédiaires avant de devenir infestant. La contamination humaine se fait alors soit par consommation de l'hôte intermédiaire, comme c'est le cas pour le Taenia saginata et le Taenia solium, où l'hôte intermédiaire est le bœuf et le porc, soit par pénétration transcutanée, comme c'est le cas de la bilharziose. Au cours de ce cycle indirect, comme c'est le cas de la schistosomiase, la présence d'un mollusque, hôte intermédiaire, est obligatoire. Les femelles embolisées dans les plexus veineux hépatiques et mésentériques vont pondre des œufs. Une partie de ces œufs va gagner l'intestin puis les selles, va aller dans l'eau et ces œufs vont se transformer en miracidum et pénétrer dans le mollusque spécifique où ces miracidums vont subir la maturation. Cette forme infestante va remonter à la surface de l'eau et rechercher le contact avec la peau de l'homme. Elle passera dans la circulation veineuse, puis le cœur droit, puis le poumon, puis les veines portes intrahépatiques, où il y aura maturation. Le couple formé gagnera à contre-courant et fécondera. Les œufs bloqués dans le tissu interstitiel formeront le granulum et seront responsables de la fibrose hépatique et de la fameuse cirrhose bilharzienne.
Vous voyez sur ce schéma un parfait résumé de ce cycle, où l'enfant joue dans l'eau, où l'hôte intermédiaire est nécessaire, où le miracidum donc, est la forme infestante qui sera responsable donc, de cette contamination. Pour l'étude du chapitre des parasitodigestifs, je prendrai comme type de description l'amibiase intestinale. Après une incubation silencieuse de quelques jours à quelques mois, peut survenir la dysenterie amibienne. Typique mais peu fréquente, elle se manifeste par des épreintes. Ce sont des douleurs du cadre colique se terminant par une envie impérieuse d'aller à la selle, des ténesmes ou des contractures douloureuses du sphincter anal s'accompagnant de faux besoins, des diarrhées affécales allant de 5 jusqu'à 20 selles par jour avec glaire et pus, c'est ce qu'on appelle les crachats rectaux avec douleur abdominale. À l'examen, l'état général est conservé sans fièvre. Le cadre colique est douloureux. Le toucher rectal est souvent normal. Il faut savoir qu'il existe des formes frustes où les manifestations cliniques se résument à quelques crachats rectaux. Lorsqu'on suspecte une amibiase intestinale, le premier examen à réaliser est un examen parasitologique des selles. Il est fait sur des selles fraîchement émises, répété à 3 reprises à 48 heures d'intervalle. L'examen direct recherche les formes végétatives d'Entamoeba histolytica et histolytica. La PCR ou l'ELISA ne sont pas réalisées dans la pratique courante. La rectoscopie trouvera une muqueuse inflammatoire, parfois hémorragique, avec des lésions au cou d'ongle, plus ou moins confluentes. Un écouvillonnage de la glaire sera fait pour rechercher des formes végétatives. Les biopsies rechercheront les amibes au sein des ulcérations, sinon des micro-abcès riches en polyclonotrophiles. Et étant donné les signes cliniques dont on a parlé, il faudra réaliser une coloscopie pour éliminer un cancer bien sûr et pour apprécier l'extension des lésions. D'autres examens peuvent être utiles, notamment les sérologies, le dosage des anticorps par immunofluorescence indirecte, hémagglutination ELISA. Habituellement négative dans la dysenterie amibienne, elle peut être positive au cours des amébomes, de l'amibiase colique maligne ou des localisations viscérales associées. Quel est le diagnostic différentiel de cette amibiase? Il faut connaître certaines formes cliniques au cours de l'amibiase. L'amibiase colique maligne se manifeste par une dysenterie sévère avec un ballonnement abdominal, avec l'émission de fragments de muqueuse colique. Dans un état de choc toxi-infectieux, elle est de mauvais pronostic avec possible évolution vers la péritonite. L'amébome, dont je vous ai dit au cours du diagnostic différentiel qu'il fallait le différencier des cancers, est rare. C'est la présence d'une masse pseudo-tumorale au niveau du cécum ou du sigmoïde, d'évolution chronique sur de nombreuses années, avec des douleurs abdominales et des diarrhées. Lui-même peut se compliquer d'occlusion ou de perforation. Comment peut évoluer une amibiase?
Sous traitement bien conduit, l'évolution sera favorable. Sinon, elle peut se compliquer d'hémorragie digestive profuse, de nécrose intestinale et d'abcès péricoliques, voire de sténose, de colite amibienne maligne, avec évolution possible vers la cholectasie et la perforation. Enfin, l'amibiase peut disséminer, on peut avoir une amibiase hépatique, pleuropulmonaire, voire même une péricardite amibienne. Après avoir traité ce type de description, je parlerai maintenant des autres parasitoses. Les protozooses, dont les giardiases. Alors, les giardiases sont de protozoaires flagellés. L'infestation se fait par ingestion de kystes à partir de l'eau, d'aliments souillés. C'est toujours le péril fécal. La forme végétative va se fixer par ventouse dans les villosités intestinales et va entraîner une atrophie villositaire, donc qui sera responsable, comme vous l'avez vu, d'un syndrome de malabsorption. La symptomatologie est variable. Ça peut être asymptomatique, comme il peut s'agir d'une diarrhée aiguë spontanément résolutive, parfois d'une dyspepsie isolée, sans fièvre. Parfois, elle peut être responsable de diarrhée chronique, fétide, pâteuse, avec dénutrition et syndrome de malabsorption. Rappelez-vous que ce parasite est responsable d'atrophie villositaire. Le diagnostic différentiel, bien sûr, est la maladie cœliaque. Le diagnostic reposera sur la recherche des kystes à l'examen parasitologique des selles, mais également par la recherche des formes végétatives à la surface des microvillosités intestinales atrophiées, bien sûr par examen endoscopique avec biopsie intestinale. Avec l'avènement du sida, de nouvelles protozooses intestinales sont apparues. Il s'agit des cryptosporidies, des microsporidies, Isospora-belli et Cyclospora. Ce sont des parasites strictement intracellulaires qui surviennent sur terrain immunodéprimé à transmission orofécale. Les symptômes sont essentiellement des diarrhées chroniques. Le portage asymptomatique est possible et de possibles atteintes biliaires, de vraies cholangites et cholécystites alithiasiques, c'est-à-dire des inflammations des voies biliaires et des inflammations de la vésicule biliaire, sont possibles chez ces patients. Le diagnostic repose sur la mise en évidence des oocytes dans les selles par coloration de Ziel-Nelson modifiée et par les sérologies, c'est-à-dire les anticorps monoclonaux marqués à la fluorocéine, et dans certains cas par l'usage des biopsies duodénales.
Les microsporidies sont de petite taille. Leur mise en évidence dans les selles est difficile. Après les protozoos, je traiterai des helminthes. Tout d'abord des nématodes. Ils ont une pathogénie variable avec des caractéristiques communes. D'abord une paroi externe faite de cuticules très résistantes aux sécrétions enzymatiques de l'hôte. Ils sont dotés de tubes digestifs et d'organes génitaux différenciés. On distingue les nématodes ovipares tels que l'ascaris, l'ankylostomose et l'anguillulose. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas d'hôte intermédiaire. Les trichocéphales sont des nématodes ovipares. Ils ont un cycle simple, strictement humain, avec un œuf très résistant dans le milieu extérieur, pouvant durer plusieurs années et pouvant rester dans un repas contaminant. La coque de l'œuf sera dissoute dans l'intestin grêle et les larves vont gagner le cæcum, qui est leur siège préférentiel. La symptomatologie est variable. Souvent asymptomatique, la contamination massive chez l'enfant peut se manifester par une diarrhée, par des vomissements, une douleur, voire même un tableau d'invagination intestinale. Le diagnostic est posé par l'examen parasitologique des selles, la mise en évidence des œufs, et la biologie peut montrer une hyperiosinophilie. L'oxyurose est aussi un nématode ovipare de quelques millimètres. Il a un cycle simple. Les œufs ingérés vont libérer des larves au niveau de l'intestin grêle. Les adultes vont gagner le côlon. Le mâle restera au niveau du cæcum et la femelle gagnera le rectum. Elle va pondre ses œufs au niveau de la marge anale 3 semaines après l'infestation. La symptomatologie est variable. Il peut s'agir d'un prurit anal nocturne, d'atteintes vulvaires chez les petites et jeunes filles, de troubles digestifs aspécifiques, de troubles nerveux, irritabilité, de nervosité. Le diagnostic est fait par le Scotch test anal avec mise en évidence des œufs au niveau de la marge anale. L'ascaridiose est un nématode ovipare dont la symptomatologie est variable, soit asymptomatique, soit un tableau symptomatique en 2 phases avec une phase pulmonaire de migration larvaire. C'est le syndrome de Leffler avec une toux sèche, fébricule, manifestation allergique et syndrome alvéolaire rapidement régressif en 2-3 jours. Le diagnostic sera alors posé devant cette manifestation pulmonaire, hyperleucocytose, hyperiosinophilie et confirmé par l'examen sérologique. La phase digestive chez l'adulte est faite de douleurs abdominales, de diarrhée mucosanglante avec vomissement et nausées. Parfois, elle peut se compliquer d'occlusion, d'angiocolite, péritonite avec perforation. L'examen parasitologie des selles peut trouver des œufs 2 mois après la contamination. Vous avez un exemple ici sur les photos. L'ankylostomiase est également un nématode ovipare de 10 à 15 mm qui a un cycle complexe pneumo-entérique. La contamination se fait par les pieds nus dans l'eau, la pénétration de la larve se fait par voie transcutanée, va gagner le cœur par voie sanguine et lymphatique et se fixer au niveau de la muqueuse duodénale, pouvant être responsable d'ulcération et de duodénite. Elle connaît plusieurs stades, un stade larvaire qui est asymptomatique, se manifestant par une dermatite qu'on appelle goume au point de pénétration, et un stade adulte où il y aura des épigastralgies et des troubles digestifs et une anémie ferriprive. Le diagnostic est posé par la mise en évidence des œufs à l'examen parasitologique des selles au 40e jour. L'anguillulose est également un nématode ovipare qui a également un cycle pneumo-entérique. C'est la marche pieds nus dans l'eau, comme l'ankylostomose, qui est responsable.
Souvent asymptomatique, il connaît une phase de pénétration qui se manifestera par une urticaire, puis une phase de migration avec des signes pulmonaires semblables à la scaridiose, puis une phase digestive avec des épigastralgies, diarrhée, douleur d'hypochondre droit. Et chez le sujet immunodéprimé, cette parasitose peut être responsable de ce qu'on appelle une angulose maligne et être responsable de décès. L'examen biologique trouvera une hyperiosinophilie majeure, l'examen parasitologique des selles recherchera les larves, et les méthodes de concentration d'enrichissement peuvent parfois être utilisées. Les biopsies duodénales peuvent montrer des larves, et le sérodiagnostic fait précocement peut être positif. Pour la bilharziose, sa symptomatologie évolue en 3 phases. Une primo-invasion, qui est asymptomatique avec fièvre, phénomène allergique, urticaire, arthralgie, myalgie, œdème, toux irritative, parfois hépatomégalie, splénomégalie, avec une phase d'état initial qui peut durer 2-3 mois après l'infestation, avec une diarrhée d'intensité variable, parfois gléro-sanglante, douleur abdominale, ténesme, épreinte. La rectosigmoïdoscopie peut trouver une hyperémie des œdèmes, parfois d'autres manifestations. La phase chronique se constitue en plusieurs années. La fibrose hépatique apparaît. L'histologie de la cirrhose va trouver le fameux granulome bilharzien centré par un œuf. Et le diagnostic consistera en la recherche des œufs dans les selles. La biopsie rectale mettra en évidence des œufs dans la muqueuse rectale. La biologie montrera une hyperiosinophilie. Vous connaissez certainement les cestodes, dont le téniasis est le chef de file. Le téniasis est de grande taille, l'homme en est l'hôte définitif chez les adultes. Responsable d'un parasitisme appelé téniasis, on distingue le téniasis à téniasis saginata. C'est un ver de 4 à 5 mètres de long, plat et segmenté. La contamination se fait par ingestion de viande de bœuf non suffisamment cuite. À partir de cette larve se développe la tête, le scolex, puis les anneaux de ténia, et ces derniers vont franchir activement le sphincter anal, et il y aura un développement d'une immunité pour le téniasis, il n'y aura pas de réinfestation. Vous voyez ici le fameux Ténia saginata, et vous voyez qu'il fait quand même presque quelques mètres de long, et qu'il est en anneau. D'autres ténias existent, notamment le Ténia solium, qui a un cycle similaire au Ténia saginata, l'immunolépis nana, plus petit, 5 à 10 mm, plus fréquent chez l'enfant. Parasitisme donc précoce, parfois à 7 ans. La symptomatologie est variable, souvent asymptomatique, parfois à l'occasion de douleurs abdominales, de troubles d'appétit ou de troubles neuropsychiques. Le diagnostic est fait à l'examen des selles, découverte des anneaux de téniasis, et le scotch test anal dont je vous ai parlé, la mise en place d'un scotch sur la marge anale, peut parfois mettre en évidence donc des anneaux ou des embryophores de ténia. Vous connaissez certainement l'échinococcose, Echinococcus granulosis, responsable d'hépatitose hépatique. Le cycle est le suivant, l'hôte est le chien. L'évacuation des œufs se fait au niveau des fesses. L'ingestion d'embryophores se fera par un bovin. Et le cycle s'achève par l'ingestion du chien des viscères contaminés. L'homme sera l'hôte accidentel par l'ingestion des aliments souillés par les embryophores émis par le chien. La symptomatologie peut être très fruste, des douleurs d'hypochondre droit, voire des signes de compression. La biologie peut montrer une hyperiosinophilie. La sérologie hydatique peut être positive. L'imagerie est variable. L'échographie abdominale peut faire le diagnostic,
montrer des kystes, les stadifier, montrer des complications, celle-ci peut être un type de fissure, de rupture dans les voies biliaires, et dans ce cas-là donner un tableau d'angiocolite. Il peut y avoir aussi une rupture dans le tube digestif, dans la plèvre, ou une surinfection de ces kystes. Nous avons fait le tour des principales parasitoses. Pour venir au traitement, il faut d'abord connaître le but. Le but, c'est de traiter les patients asymptomatiques, les porteurs, pour qu'ils ne contaminent pas les autres, d'éradiquer les parasites, de prévenir les complications une fois que le parasite est là, et une fois que la complication est là, de pouvoir la traiter. Les moyens sont multiples, tout d'abord médicamenteux, avec les amébécides. Les amébécides tissulaires sont abandonnés. Ceux de contact, dont le Tilquitol, l'intétrix, est le plus utilisé. Les amébécides mixtes, dont les dérivés imidazolés, ont une efficacité supérieure à ceux de contact. Certains anti-helminthiques méritent d'être cités, le flubédazole, le bébendazole, albendazole, le praziquantel. D'autres moyens thérapeutiques peuvent être nécessaires, des drainages radiologiques pour les kystes hydatiques, des traitements chirurgicaux, parfois pour des cas graves, des mesures de réanimation. Pour l'amibiase, pour les formes végétatives, quand l'infection est asymptomatique, l'intétrix 4 à 6 gélules par jour sera utilisé. Pour l'amibiase intestinale, en cas de dysenterie, le métronidazole pendant 7 à 10 jours, puis un tétrix pendant 10 jours sera préconisé. L'amibiase colique maligne nécessite de mesures de réanimation si besoin, le métronidazole en IV jusqu'à l'amélioration de l'état général, puis relais Péros. En principe, l'amébum régresse sous imidazolé. Si persistance au-delà d'un mois, un traitement chirurgical sera préconisé. L'abcès amibien est drainé radiologiquement si supérieur à 5 cm ou sous-capsulaire, et les formes compliquées seront tributaires d'un traitement chirurgical. Pour la giardiase, le tinidazole phasigine sera utilisé en une seule prise, ou bien le métronidazole, 2 cures à 15 jours d'intervalle pour une meilleure éradication. Il faut toujours veiller à faire un contrôle des examens parasitologiques des selles. Pour les autres protozooses, Isospora belli, Cryptosporidiose, Microsporidie, des traitements adaptés en milieu spécialisé seront préconisés. L'amélioration spontanée par trithérapie en cas d'HIV peut être observée. Pour les helminthes, pour les trichocéphales, le traitement sera à base de flubendazole. Pour les uxiuroses, le principal traitement sera également le flubendazole ou le pyrantel. Une première cure puis une deuxième cure après 2 semaines. Mais ce qui sera surtout important dans ce cas particulier, ce sera l'hygiène, le traitement collectif, couper les ongles, nettoyer le linge et bien sûr traiter toute la fratrie. Pour l'angululose, des traitements sont disponibles à base de thiabendazole, d'albendazole, avec des examens de contrôle. La bilharziose a longtemps créé un problème de santé publique dans de nombreux pays. Le traitement est le praziquantel 40 à 60 mg kg en une prise, mais surtout l'éviction, l'éradication des zones contaminées. Pour les formes compliquées, la surveillance, le dépistage. Pour les cirrhoses, c'est le traitement, bien sûr, par le praziquantel. Et pour les formes évoluées, la transplantation hépatique.
Pneumococose, tributaire d'un traitement chirurgical, conservateur radical avec stérilisation au sérum physiologique et hypertonique et surveillance sérologique régulière. Il faut insister enfin sur la prévention pour l'amibiase, sur les règles d'hygiène, le lavage des mains après la selle et avant les repas, l'ingestion de l'eau bouillie et filtrée, lutte contre le péril fécal, le traitement des porteurs asymptomatiques, l'éradication des amibes et la prévention dans les groupes à risque, l'homosexualité masculine, donc par l'usage des préservatifs. Pour l'oxyurose, les mesures d'hygiène, le déparasitage de la famille et des membres de la collectivité. Pour l'ascaridiose, la lutte contre le péril fécal, le traitement en masse pour diminuer le réservoir. Pour l'ankylostomiose et l'anguillulose, le port de chaussures au niveau des zones d'endémie. Donc en conclusion, les parasites digestifs sont un véritable problème de santé publique. La symptomatologie est variée et non spécifique. Parfois, des complications graves peuvent survenir, d'où l'intérêt de la prévention.